Ivoire TV. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Que vous avez découvert Voilà, chers téléspectateurs d'Ivoire TV, bonsoir et soyez les bienvenus à votre émission Face aux internautes. Pourquoi la marche pour la paix? Quelle est sa part de vérité sur le montant de 5 millions reçus des mains de Madame la ministre Mariétou Koné? Quelle est sa position sur la crise pré- et post-électorale que connaît notre pays? Voici autant de questions et bien d'autres auxquelles tentera de répondre notre invité du jour, qui n'est autre que Paul Madis, artiste, auteur, compositeur émérite. Bonjour Paul Madis. Bonjour. Je salue d'abord Ivoire TV, ivoiretv.net, et je salue les auditeurs, je salue tous les Ivoiriens, je salue tous les panafricains. Et puis voilà, je suis à votre disposition. Alors, merci d'être avec nous. Voilà, il est important de rappeler que nous sommes à une émission interactive qui se fait en direct. Alors, vous avez donc, les internautes ont donc la possibilité d'appeler ou y participer aux différents numéros qui s'affichent au bas de l'écran. Alors, Paul Madis, d'entrée de jeu, quel est votre nom à l'état civil? Mon nom à l'état civil, c'est M. Niabo. G-N-A-G-B-O. Oui. Voilà. Niabo seulement, Niabo Paul Madis, Niabo quoi? Vous avez demandé mon nom, j'ai donné mon nom, mais le prénom c'est Paul. Non et prénom. Non et prénom. Le prénom c'est Paul, voilà. Ok, d'accord. Alors, comment est-ce que vous êtes arrivé à la musique, M. Paul Madis? Bon, je vais un peu parler comme tous les autres artistes. C'est inné au fait, parce que dans ma famille, il n'y a que mon père qui jouait le tam-tam parleur, le tambour parleur, qu'on appelle chez nous le tibala. Voilà. À part lui, je ne sais pas qui était chanteur en tout cas. Mais cette chose, je l'avais en moi depuis le bas âge. Parce que là où j'ai fait l'école primaire, je veux dire, il faut dire qu'il y avait beaucoup de chansonniers là-bas. C'est à Mabouo, c'est un village de la région de Gagnoa. C'est là-bas que j'ai fait mon enfance, c'est là-bas que j'ai tout fait. Il y avait des chansonniers, donc quand ces gens chantaient la loukou au clair de lune, nous, tout petits, on partait les assister. Il y avait Badabobi, il y avait Garo Dopé, tout cela. On partait les regarder. Et donc, moi, cette chose est venue, je ne sais pas comment te dire, mais elle était en moi depuis fort longtemps, depuis le bas âge. Et puis, quand je disais à mes amis au collège, par exemple, que moi, je vais être un artiste, beaucoup n'y croyaient pas. Ils disent non, tu plaisantes, tu t'amuses. Mais je savais que c'était ça, ma voix. Il n'y avait pas autre chose que ça. Donc, voilà un peu. Alors, vous parlez de collège, cela veut dire que vous avez vraiment fait le lycée. Vous avez arrêté les études dans quelle classe à ce moment? Oh, en notre temps, il y avait le probatoire. C'est à ça que je me suis arrêté. Ah oui, ce probatoire qui a fait, comme on le dit, abandonner beaucoup de personnes. Alors, Paul Madis, vous êtes à combien d'albums? J'ai 4 albums. 4 albums. Là, je veux dire, d'ici une semaine, on va sortir un album de 2 titres, n'est-ce pas? Pour nettoyer le chemin pour le grand album qui vient. Mais comme il y a longtemps que j'ai sorti un album, il faut dire que j'ai voulu sortir un single. Mais je veux dire, single, c'était un peu trop chaud, juste. Donc, on va faire 2 titres. Et puis, l'année prochaine, on va vous donner un album de 16 titres. Voilà. Alors, c'est compris. Alors, vous avez organisé, Paul Madis, une marche pour la paix avant l'élection présidentielle de 2020.
sur près de Oui. 700 km d'Abidjan à Korogo, ce qui vous a valu le prix panafricain Afrique Connexion pour la culture et la paix. Comment vous avez vu l'idée d'organiser cette marche, de faire cette marche? Bon, cette idée, nous l'avons eue, je veux dire, au cours de notre lutte pour le réaménagement au niveau du Burida. On était dans cette lutte-là, puis cette idée m'est venue et je l'ai exposée à mes amis. Je leur ai dit, ben, voici ce que je souhaite qu'on fasse pour la Côte d'Ivoire. On lutte pour le Burida, c'est vrai, mais on peut aller plus loin en luttant pour les Ivoiriens et pour le pays, parce que nous sommes à quelques pas des élections. Et il faut que chacun de nous tire des leçons de ce qui s'est passé en 2010-2011. Et pour moi, il fallait anticiper. Donc, j'ai émis l'idée à Boklaï, on a appelé Jericho, on s'est assis, on a cogité dessus, on a trouvé que c'était une bonne idée. Mais au départ, on faisait 200 km, c'est-à-dire Abidjan-Yamoussoukro, puisque Yamoussoukro est la capitale politique. On faisait Abidjan-Yamoussoukro. Et puis, non, Boklaï a dit on peut aller plus loin, il faut qu'on aille jusqu'à Korogo. Donc, ça nous a valu, je crois, 727 ou 716 km, un truc comme ça. Et on a travaillé dessus pendant un an, disons. On a travaillé dessus pendant un an parce qu'il fallait qu'on soit mentalement prêt, physiquement prêt. Et il fallait qu'on mette tous les atouts de notre côté. Parce que, je veux dire, avec tout ce qu'on consomme aujourd'hui, tout ce qu'on mange aujourd'hui, notre organisme n'est plus comme l'organisme de nos parents avant, qui parcouraient ces genres de distances-là. La preuve, quand nous sommes allés vers certaines personnes, elles nous ont dit non, que c'est de la folie, vous ne pouvez pas. Parce que c'est avant, on pouvait le faire, maintenant, on ne peut pas le faire. Mais nous, on a dit qu'il fallait qu'on le fasse. On pouvait, n'est-ce pas, je veux dire, sortir des albums pour parler de paix. On pouvait déposer des dossiers dans des ministères ou chez des personnalités pour demander de l'argent et puis faire des caravanes de paix. Mais c'est des choses qui, étaient déjà vues, qui sont déjà vues. Et c'était trop pour nous. Il fallait faire quelque chose de différent. Quelque chose qui allait marquer l'histoire et marquer la Côte d'Ivoire. Donc, on a dit il fallait qu'on utilise le sport. Le sport. Et donc, c'est ce que nous avons fait. Cette idée, elle a été vraiment noble parce que, je vais dire, elle nous a fait découvrir une autre facette de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens. Voilà. Ce qu'on a retenu, en gros, c'est que l'Ivoirien hospitalier n'a pas disparu d'un iota. L'Ivoirien épris de paix n'a pas disparu d'un iota. Et ça, vous nous permettez, n'est-ce pas, d'exposer ça à la nation, face à la nation. Parce que depuis que nous sommes revenus de cette caravane, on n'a pas fait de point de presse, on n'a pas mené d'activité pour expliquer aux gens ce qu'on a vu, tout et tout. Mais là, vous nous donnez l'occasion, n'est-ce pas, d'aller peut-être en profondeur avec les autres questions. Donc voilà. Alors, quel était l'objectif à atteindre en organisant cette caravane, cette marche pour la paix? Merci. L'objectif, il était simple. D'abord, marquer la différence entre comment les gens vont vers les populations pour leur parler de paix. Nous, on était à pied, donc on était dans la peau de beaucoup d'Ivoiriens qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas de voitures, qui n'ont pas de motos, qui n'ont pas de vélos, qui marchent comme nous. Donc, le fait même de nous voir à pied, rentrer dans des plantations, dans des villages, dans des campements, rencontrer des gens sur la route et puis échanger avec eux, a facilité la chose. Et ça a fait que le dialogue qu'on voulait, les échanges qu'on voulait ont été plus faciles. Notre objectif, c'était que les Ivoiriens retiennent que pour la paix en Côte d'Ivoire et pour la Côte d'Ivoire, aucun sacrifice n'était de trop. Et que chacun, dans son domaine d'activité, ou bien à son niveau, pouvait faire ce qu'il peut si vraiment il aime la Côte d'Ivoire. Et comme nous, on aime la Côte d'Ivoire, pour la Côte d'Ivoire, on était prêt à nous sacrifier pour que notre douleur, notre souffrance, notre sueur puisse servir à tout le monde, mais principalement aux politiques de tout faire pour instaurer une paix durable en Côte d'Ivoire. Parce que s'il n'y a pas de paix, ni vous, ni moi ne pouvons exercer. S'il n'y a pas de paix, le politique en tant que politique lui-même ne peut pas exercer. Et quand on gouverne un pays, c'est pour gouverner des gens vivants. Quand on gouverne un pays, c'est pour gouverner des gens vivants, ce n'est pas pour gouverner des animaux. Donc, ce que pour nous, le message qu'on leur a envoyé, il fallait qu'ils préservent des vies et construisent la paix.
C'est ce message qu'on a envoyé aux gens. Et ce message a été perçu par tout le monde. Là où nous sommes passés, les régions qu'on a parcourues, les villes qu'on a traversées, je pense que sur 90, je dis sur 100, 90% de ces villes-là n'ont même pas bougé d'un iota pendant cette crise qu'on a connue. Et donc, nous allons revenir sur la crise. Alors, voilà, continuons. Alors, Paul m'a dit, vous avez certainement été confronté à des problèmes durant tout ce parcours. Alors, quelles ont été les péripéties auxquelles vous avez été confronté durant cette marche? Il faut dire que ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile parce que même les sportifs de haut niveau, ici en Côte d'Ivoire que je connais, ne pouvaient pas faire ce qu'on a fait. Donc, il faut dire qu'il y a eu des douleurs, il y a eu des blessures parce que beaucoup d'entre nous étaient à bout, avec des plaies partout. Moi, mes 2 pieds ont été incisés à un moment donné pour extraire du pus. Il y a eu des maladies. Beaucoup sont tombés malades entre nous. On était 3, donc on est beaucoup. Donc, s'il y a 2 qui sont tombés malades, c'est que c'est beaucoup. Il y a beaucoup qui sont tombés malades. Mais il faut dire que comme on y croyait, comme on croyait en ce qu'on veut faire, comme on croyait en notre action, malgré cette douleur, malgré ces blessures, malgré ces maladies, on a dit qu'il fallait qu'on aille jusqu'au bout. Moi, personnellement, à un moment donné, j'ai dit à mes frères, il dit, écoutez, moi, je vais faire demi-tour, je vais retourner à Abidjan. Je crois que c'était vers Tafiré. Il dit, non, je vais rentrer à Abidjan. Ils m'ont dit, ça là, tu ne peux pas le faire. On va aller où on a dit on va là. Donc, je veux dire, on a voulu poser une action, nous l'avons posée pour l'amour de notre pays, pour l'amour des Ivoiriens. Et je pense que notre sueur, notre souffrance, cette difficulté qu'on a endurée là, les Ivoiriens vont s'en servir pour se servir du passé et puis bâtir l'avenir. Voilà. Alors, Paul Amadis, nous avons une question d'un internaute qui vous demande, qui cherche à savoir pourquoi vous avez choisi Abidjan jusqu'à Korogo et non Abidjan Toumoudi, Abidjan Man, pourquoi Abidjan Korogo? Nul n'est censé ignorer que le père Houphouët-Boigny, hein, pour qu'il soit député ici en Côte d'Ivoire, est parti de Korogo, de la famille Gon. On lui a donné une sagesse, on lui a donné des connaissances là-bas, et c'est ce qu'il a utilisé pour être la personnalité qu'il a été pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique. Et puis, nul n'est censé ignorer que la crise en Côte d'Ivoire est rentrée du nord pour arriver jusqu'au sud. Donc, nous, on a voulu poser un acte symbolique, c'est-à-dire reprendre la guerre depuis le sud, sinon les palabres depuis le sud, les histoires depuis le sud, et puis les ressortir par le nord, et puis libérer la Côte d'Ivoire. C'était une forme d'exorcisme qu'on a voulu faire, symboliquement parlant. Voilà un peu. Alors ça, c'est vraiment bien compris et ça a été vraiment très judicieux. Alors aujourd'hui, vous êtes ambassadeur de la paix. Parlez-nous un peu de ce prix que vous a été décerné par la Fondation Afrique Horizon. D'abord, je voulais dire merci à la présidente de la Fondation Afrique Horizon, dire merci à la Fondation Afrique Horizon qui a reconnu d'abord le travail qu'on a abattu. On a fini cette activité. Il a été difficile aux autorités de nous recevoir parce qu'il y avait en même temps préparé les élections, tout et tout. Mais Afrique Horizon, au plus profond de cette crise-là, nous a reçus et nous a décerné un prix. Pour moi, ça n'a pas de prix. Pour moi, le geste en lui-même là vaut plus que de l'or. Et donc, on ne peut que dire merci à tous ceux qui ont travaillé à cela. Parce que au cours de cette cérémonie, il y avait Madame la ministre Anne Ouleto, il y avait le ministre, je crois, Albert Flendé, il y avait le consul du Burkina, il y avait le roi Akifizier, il y avait beaucoup de personnalités qui étaient présentes ce jour-là. C'est-à-dire que ce n'est pas un prix sans valeur qu'on nous a donné, c'est un prix rempli de beaucoup de symboles et de valeurs qu'on a reçues. Et être nommé ambassadeur de la paix, ce n'est pas une petite chose. C'est tout un poids qu'on met sur nos épaules. C'est-à-dire que désormais, tout acte que nous allons poser, même la parole qui va sortir de nos bouches, doit être pleine de sens. Vous comprenez? Parce que nous devons militer à rassembler les Ivoiriens. Nous devons militer à cultiver la paix, la cohésion, l'entente et l'unité. Nous devons
construire la paix, nous devons bâtir la paix, nous devons préserver des vies. Voici ce qu'on nous donne comme fardeau aujourd'hui. Et pour moi, c'est très, 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 très fort. Je ne m'y attendais pas. On ne s'y attendait pas, mais c'est Dieu qui a voulu que une fondation panafricaine nous décerne un tel prix et nous sacre comme ambassadeurs. Et on ne peut que dire merci à l'Afrique. Alors, merci pour cette réponse bien méritée. Alors, Paul m'a dit une autre question d'un internaute qui cherche à savoir qui a financé cette marche sur 700 km, cette marche d'Abidjan à Korogo. Qui a financé? Vraiment, merci pour cette question-là, parce qu'on en a souffert. Quand on préparait cette marche, on n'avait même pas 500 francs en poche. Bon, 500 francs, c'est trop. On n'avait pas 100 francs. Et moi, à 2 jours de du mouvement, j'ai dit à Bokla que je renonçais parce que toutes les personnalités que nous sommes allés voir pour nous accompagner ont toutes désisté. On va dire merci à l'ex-préfet d'Abidjan qui a fait venir les sapeurs-pompiers. Il a fait venir, je crois, la police. Il a fait venir, je crois, le SAMU pour nous faire, en tout cas, nous faire des contrôles de santé et tout, et puis essayer de nous mettre en jambe. Monsieur Vincent Toby, on veut lui dire merci. Il nous a apporté cette aide-là. Mais financièrement parlant, il n'y a eu personne. Nous nous sommes endettés auprès d'un mécène qu'on appelle Kanté Faro. À la veille de notre départ, il nous a prêté 1 million de francs CFA qu'on devait rembourser à hauteur de 1,4 million. C'est cet argent qu'on a pris pour acheter nos kits, et nous préparer et puis faire notre manif. En cours de route, il y a des personnes de bonne volonté qui nous ont apporté à boire, qui nous ont d'autres nous ont apporté 1 000 francs, 2 000 francs, 3 000, 5 000 francs, 100 000 francs pour qu'on puisse, en tout cas des personnes qu'on ne connaissait même pas, qui n'étaient même pas là quand on préparait l'événement, nous ont pris en cours de route pour nous apporter à boire, nous permettre d'acheter nos médicaments, tout et tout. Et ces personnes-là, à un moment donné, le moment viendra où on leur dira officiellement merci. Sinon, pour préparer l'activité et puis arriver jusqu'à Korogo, nous nous sommes endettés auprès de Kanté Faro, qui est là, il est vivant, à hauteur d'1 million qu'on a remboursé à hauteur d'1,4 million. Voilà. Alors, merci Paul Madis. Alors, pour tous les auditeurs qui viennent de nous prendre en marche, tous les téléspectateurs qui nous prennent en marche, sachez que vous êtes à votre émission Face aux internautes et nous recevons pour vous aujourd'hui M. Paul Madis, artiste, auteur, compositeur. Alors, nous allons aborder un autre axe de notre entretien, qui est l'axe sociopolitique. Alors, Paul Madis, malgré la caravane de la paix que vous avez organisée, notre pays a connu une crise pré- et post-électorale. Peut-on affirmer que vous n'avez pas été entendu? Vous organisez vous parlez de la paix partout, pourtant on a connu une crise pré- et post-électorale. Est-ce que vous avez été entendu? Le message que vous avez véhiculé, que vous vouliez véhiculer à travers la caravane pour la paix, est-ce que c'est passé? En tout cas, la plupart des zones qu'on a parcourues ont entendu notre message. Mais malheureusement, quand on a fini, je veux dire, ce mouvement-là, on devait remettre officiellement le rapport aux autorités, parce qu'on a rédigé un rapport de tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a entendu, qu'on devait remettre aux autorités. Mais on n'a pas été reçu. Donc, je veux dire, si on avait été reçu, qu'ils avaient pris la peine de prendre connaissance du rapport qu'on avait, je pense qu'on aurait pu éviter beaucoup de choses. On aurait prévenu beaucoup de choses. Mais c'est aussi ça le mal de certains politiciens en Côte d'Ivoire. C'est comme on le dit de terre à terre, les oiseaux de même plumage volent ensemble. Alors que dans la vie, un serpent reste un serpent. Même qu'il soit petit et qu'il a un venin, il peut tuer. Donc, forcément, il ne faut pas être un politicien pour qu'on t'écoute. Je veux dire, même le plus petit citoyen lambda là, peut apporter des informations capitales à une autorité pour qu'elle prenne des dispositions pour éviter cette chose. Et donc, nous, ça nous donne là l'occasion de dire aux autorités que nous sommes encore disposés, nous sommes en tout cas prêts à leur rendre notre rapport de ce qu'on a vu. Parce que la paix, ce n'est pas en un seul jour qu'on l'a construit. La paix, tant qu'on vit là, on doit toujours construire la paix. Chaque instant de nos vies, on doit construire la paix. Vous comprenez? Donc, notre rapport, il est là. On frappe toujours aux portes des autorités pour leur remettre ce rapport-là.
dedans, ils verront beaucoup de choses. Ils sauront beaucoup de choses. Parce que, mine de rien, ce que les gens ignorent, il y a des choses qu'on a dû, je veux dire, des choses graves qu'on a décantées, des situations graves qu'on a décantées en tant qu'artiste, pas en tant que politicien. Parce que les gens ont vu des artistes qu'ils aimaient, qu'ils adulent face à eux. Ces gens nous ont parlé. Ces gens nous ont dit des choses. Et on a dû désamorcer certaines choses, certaines bombes. Vous comprenez? Donc, on a beaucoup de choses à dire aux autorités. Il faut qu'elles nous ouvrent les bras. Il faut qu'elles nous ouvrent leurs portes pour qu'on leur parle. On leur remette nos rapports, notre rapport. C'est très important. Parce que tout citoyen ivoirien là, doit contribuer à la restauration de la paix en Côte d'Ivoire. Qu'il soit planteur, qu'il soit commerçant, qu'il soit chauffeur, il doit contribuer. Qu'il soit cireur, journaliste, sportif, religieux, les hommes, nos parents au village, chacun doit contribuer à faire revenir la paix en Côte d'Ivoire. Et nous avons mené une activité, ce n'est juste qu'une première partie de nos activités qu'on doit mener. Hein. Ben, on a fait un rapport, il faut que les autorités nous reçoivent pour qu'on leur remette ce rapport-là. Et pour revenir à votre question, je vais dire, sur notre trajet-là, vraiment, 80% des régions, des secteurs qu'on a parcourus a vraiment compris notre message parce que les gens n'ont pas bougé d'un iota. Et ceux même qui étaient prêts à bouger, là où nous on craignait, là, c'est pas ça là qu'on craignait. Hein. Les zones où on craignait que les gars allaient faire mal, là, ils n'ont même pas réagi d'un iota. Ça veut dire que notre message est passé. Si on avait eu du soutien, des moyens pour aller à l'est, à l'ouest, je pense que beaucoup de choses seraient évitées. Parce que notre voie qu'on a parcourue a été très calme. Voilà un peu. Alors, Paul m'a dit, le monde entier vous suit ce soir. Est-ce que vous ne pouvez pas parler un peu en exclusivité de ce rapport? Le rapport, nous voulons d'abord le remettre aux autorités. La première des choses, c'est de remettre le rapport aux autorités. Et puis, on va en parler. Parce que si j'en parle maintenant, là, il n'y a plus de secret. Le contenu est déjà divulgué, il n'y a plus de secret. Donc, on va remettre le rapport aux autorités qui sauront quoi en faire. Parce que ce sont elles qui, je veux dire, qui dirigent, donc qui gouvernent. Donc, il faut d'abord qu'on leur remette le rapport avant qu'on le divulgue. Quand on parle de rapport ici, c'est juste un peu quelques ébauches, c'est tout ce que nous disons. Voilà, puisque vous parlez des films. Il y a des zones où les gars avaient beaucoup de ressentiments. Sinon, ont beaucoup de ressentiments. Ouais. Vous comprenez? Il y a des zones où les gens ont beaucoup de ressentiments. On a parlé avec ces personnes. Elles nous ont dit des choses qu'on ne peut pas dire là directement maintenant. Mais quand je dis ressentiment, vous comprenez déjà ce que c'est. Vous voyez? Donc, il y a tout ça. Je veux dire qu'on a rencontré des gens qui étaient prêts à beaucoup de choses, mais aujourd'hui, qui n'ont même pas réagi avant et après les élections. Qui n'ont même pas réagi. Parce qu'on s'est compris. Vous comprenez? Donc, le rapport, quand il sera remis, par exemple, aux autorités, nous pourrons peut-être en parler. Mais maintenant, là, je ne peux pas vous donner le contenu du rapport. Alors, c'est bien compris, c'est très fort ce que vous dites. Et donc, il est vraiment important que les autorités vous rencontrent pour que vous puissiez enfin leur donner votre rapport. Ça, c'est bien noté, c'est bien compris et ce n'est pas entré dans les oreilles des sourds. Alors, M. Paul m'a dit ça. On constate toujours que la crise perdure, malgré la rencontre organisée entre le président Alassane Ouattara et le chef de l'opposition, M. Henri Konan Bédié. Vous, en tant qu'artiste, donc éveilleur de conscience, qu'est-ce que vous pouvez proposer comme ébauche de solutions? Moi, ce que je peux proposer, c'est ce que j'ai appris avec mon père. Mon père, il me disait tout le temps qu'un leader doit avoir un dos large et un ventre profond. Un leader, il doit savoir encaisser et il doit savoir conserver des choses. Un leader, il n'appartient pas à une famille, il n'appartient pas à une ethnie, il n'appartient pas à une région, il n'appartient pas à une religion. Un leader appartient à tout le monde. Vous comprenez? Quand on est dans cette carapace-là, on règle les problèmes mais facilement. Alors, ce que je peux dire à tous les politiques, ne vous battez pas pour vos ventres. Parce que c'est l'impression que vous nous donnez. C'est l'impression que les politiques nous donnent. On a l'impression qu'ils se battent pour leur ventre. Regardez ce qui s'est passé après les élections en Côte d'Ivoire. Bonois, Gagnoua, Daoukro, Potro, Toumoudi, je crois bien, et Yamoussoukro dans certaines villes de l'Ouest.
c'est des morts, c'est des Ivoiriens qui sont morts, c'est des jeunes, c'est l'avenir de la Côte d'Ivoire qui a été tué. Une partie de l'avenir de la Côte des Ivoiriens qui a été tuée. Mais après, il y a eu quoi? Est-ce que c'est Yako ou bien on est désolé, on condamne qui va ramener ces gens à la vie? Non. Quand on est un politicien, il faut préserver la vie de ces populations. Le pouvoir, là, aucun pouvoir au monde ne vaut une vie humaine. Aucun pouvoir au monde ne vaut une vie humaine. Quand on vient au pouvoir, c'est pour gouverner des êtres humains. Alors il faut que les gens soient fair play. Pas d'animosité dans la politique. On peut être des adversaires politiques, mais dans la vie active, être comme des frères et sœurs. C'est ce qu'on leur donne, c'est ce qu'on leur dit. Mais ils nous donnent l'impression de faire la politique pour leur ventre. Et c'est triste. Et c'est triste. Ce qui se passe là, ce qui se passe aujourd'hui, nous, on le condamne, mais gravement. On le condamne, mais gravement. Les politiques ont échoué. Les politiciens ont échoué sur tous les bords. C'est ce qu'on peut dire. Les politiciens ont échoué. Il faut désormais, pour nous autres, que les politiciens mettent en avance la vie des Ivoiriens. Qu'ils priment la vie des Ivoiriens. Les intérêts égoïstes, là, les intérêts personnels là, n'ont pas leur sens actuellement. Alors, nous les invitons, parce que ce sont eux le problème. La population en tant que telle n'a pas de problème. Mais ceux qui manipulent la population, c'est les politiciens. Et donc, entre eux-mêmes, ils ont des problèmes. Voir le président Bédié et le président Ouattara se retrouver au Golfe pour parler, c'est une bonne chose. Mais après, il y a quoi? La suite, c'est quoi? C'est la question qu'on se pose. Ils sont parlés, ok. C'est comme, pour moi, c'est blanc, bonnet, bonnet, blanc. Ils sont parlés, c'est tout. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces populations qui ont été, je vais dire, qu'on a formaté, dont on a formaté les cerveaux, qui aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, découper un être humain est devenu de l'amusement. En Côte d'Ivoire, tirer sur un Ivoirien, c'est devenu de l'amusement. Brûler un être humain, c'est devenu de l'amusement. On n'a pas grandi dans cette Côte d'Ivoire-là. Nous, on ne connaît pas cette Côte d'Ivoire-là. On ne la connaît pas. Eux, on ne reconnaît plus la Côte d'Ivoire. Moi, personnellement, je ne reconnais plus la Côte d'Ivoire. Les hommes politiques ont intérêt à revoir leur cahier des charges, à revoir leur programme et puis revenir à la raison. Il faut qu'ils priment la vie des Ivoiriens, l'intérêt commun. On n'a qu'un seul pays, et ce pays, c'est la Côte d'Ivoire. Si ce pays brûle, nous brûlons tous. Aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir ont la plus grande charge. C'est à eux qu'on parle, parce que ce sont eux qui dirigent. Donc, il leur appartient de faire des gestes grandioses, de se mettre au-dessus des petits calculs, de se mettre au-dessus des petits calculs et de primer l'intérêt national. Moi, je pense qu'ils peuvent le faire et ils sont capables de le faire. Je pense bien qu'ils peuvent le faire et ils sont capables de le faire. Parce qu'aujourd'hui, on considère que le président Ouattara, il est élu, il est là, il va diriger pour 5 ans. Mais pendant ces 5 ans-là, il faut que les Ivoiriens vivent ensemble réellement. Parce que si on ne vit pas ensemble, c'est une autre bombe qui est là. Donc, le travail qui leur reste à faire, là, c'est de tout faire, mettre de côté le moi, mettre de côté le je suis fort, mettre de côté le après moi, c'est moi, là. Et puis, mettre là sur la table l'intérêt de la Côte d'Ivoire, l'intérêt des humains, des Ivoiriens. Pour moi, c'est très important. Et s'il y a un conseil à leur donner, c'est ça. Il y en a qui font des calculs par rapport à leurs intérêts. Ceux-là, pour moi, là, le président n'a qu'à les dégager autour de lui. Ceux qui sont là pour faire des calculs d'intérêt, là, il n'a qu'à les dégager et il n'a qu'à regarder la vie des Ivoiriens. Parce que ce n'est pas eux là qu'on regarde, c'est lui qu'on regarde. Hein. C'est lui qui dirige, donc c'est lui qu'on regarde. Quand on parle, c'est de lui qu'on parle. Sur les autres qui font des calculs bizarres, on ne le voit pas. Donc pour moi, il n'a qu'à taper du poing sur la table et puis dire trop c'est trop, il faut que les Ivoiriens vivent ensemble. Il peut faire des grands gestes, des gestes larges. Il peut... Donnez des exemples. Quels sont les gestes? Donnez des exemples. Aujourd'hui, moi, j'ai été heureux d'apprendre que le passeport diplomatique de mon père, le président Laurent Gbagbo, est en cours de traitement. J'ai été très heureux parce que ça veut dire qu'il va rentrer en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont hors du pays. Pour moi, là, il peut être au-dessus de tout ça et puis leur dire, rentrez, on est des frères. Ceux
qui ont commis des erreurs, qu'on a mis en prison, il peut dire, venez, faites-les sortir de la prison, asseyons-nous, parlons de la Côte d'Ivoire. On ne parle pas de quelque chose d'autre, mais parlons de la Côte d'Ivoire, et puis voyons comment est-ce qu'on va diriger les Ivoiriens, développer ce pays-là, faire le bonheur des Ivoiriens. Il peut le faire. Un grand chef, c'est ça. Il peut le faire. Pour moi, il peut le faire. Donc, voici ce que je dis. Faire rentrer ceux qui sont hors du pays, faire un geste à l'endroit de ceux qui sont en prison, même si d'autres ont commis des gestes, des fautes graves, c'est lui le chef. Il peut se mettre au-dessus de dire, c'est moi le chef, faites-les venir. Asseyons-nous autour d'une table, parlons de notre pays, parlons de la Côte d'Ivoire. Comment est-ce qu'on va faire le bonheur des Ivoiriens? Moi, il peut dire ces gestes-là, il peut le faire et il est capable de le faire. Et je suis sûr que peut-être dans le secret, il est en train de préparer ça. Je suis sûr. Il peut me tromper, hein, mais je pense qu'il est en train de préparer tout ça là. Donc, si j'ai des conseils à donner aux politiciens, c'est un peu ça. De mettre de côté leurs égos, leurs intérêts personnels et de mettre au devant la vie de la nation, mettre au devant la vie des Ivoiriens. Voilà. OK, merci beaucoup. Alors, pour tous les téléspectateurs qui nous prennent en marche, sachez que vous êtes à votre émission Face aux internautes et nous recevons pour vous M. Paul Madis. Il est important de rappeler que vous pouvez interagir en nous envoyant tous vos messages et vos questions, bien sûr, pour que nous les posions à notre invité du jour. Alors, M. Paul Madis, nous allons parler d'un fait qui a beaucoup défrayé la chronique, ces fameux 5 millions. Oui. Quand vous avez retiré un montant de 5 millions de la part de Mme la ministre Mariétou Koné, et cela a fait couler beaucoup d'encre. Alors, expliquez au monde entier, une bonne fois pour toutes, les circonstances dans lesquelles ce montant a été perçu. Expliquez-nous. On veut vraiment savoir tout. Vous étiez en exil, vous revenez d'exil, on vous donne de l'argent, on ne sait pas comment ça se passe. Expliquez-nous aujourd'hui. Bon, écoute, je vous dis merci par rapport à cette question-là. Effectivement, j'étais en exil. Et puis, je suis rentré. Les gens, d'aucuns ont dit que moi, j'ai discuté avec le pouvoir. Jamais je n'ai discuté avec un pouvoir. Il est vrai que j'avais été une année invité au festival de films ivoiro-marocain, où je suis parti avec des amis belges. Eric Durenzi, il y avait, je crois, la deuxième dauphine de Miss Italie, un truc comme ça, on est parti à ce truc-là, et on a travaillé sur l'école marocaine aussi. J'ai croisé des autorités là-bas, à Rabat, à l'hôtel Rabat, j'ai croisé des autorités. Mais quand je suis rentré en Côte d'Ivoire, d'abord, je suis rentré de moi-même. Voilà. Et quand je suis venu, j'ai été invité à une cérémonie, je crois, à la journée mondiale de la paix, au Palais de la Culture à Trècheville. Et donc, j'ai un chant qui parle des alliances interethniques qui n'est pas encore sorti, que j'ai joué ce jour-là. Il y avait Feu, le Premier ministre Gon Coulibaly, il y avait le ministre, je crois, Touré Madou, il y avait la ministre Kandia Kamara, et il y avait la ministre Mariétou Koné qui m'a invité. Parce que c'est une dame qui me connaît, qui m'a invité. Et donc, quand je jouais cette chanson, toute la salle s'est levée. Parce que le texte était fort et le texte était ça. Comme vous me connaissez, quand moi je compose. Voilà, je ne joue pas avec ça. Donc, voilà. Les gens ont aimé, ils sont venus, on a dansé tout et tout. Et la ministre a dit, faut que cette chanson est tellement belle qu'il faut qu'on t'accompagne pour que tout le monde la sorte. OK? Et je crois que c'est des mois après, elle m'a appelé, elle m'a donné un chèque de 4 800 000 francs. 4 800 000 francs. Ah, c'est pas 5 millions, 4 800 000. Non, 4 800 000 francs. 4 800 000. Je reprenne la chanson, puisque c'était une maquette que j'ai jouée, pour que je reprenne la chanson et que je la sorte. Et effectivement, les gens ont vu, parce que quand j'étais en studio, tout était sur le net. Moi, quand je travaille, c'est du live que je fais. Donc, c'est des musiciens que je paye. Et puis, les gens ne connaissent pas combien coûte un studio. Le studio où je travaillais, la séance, c'est-à-dire 8 heures, coûte 100 000 francs. OK? Un musicien, il te prend 25 000 francs par morceau. Une choriste te prend 25 000 francs par morceau. Tu as au moins une dizaine de jours pour travailler. Quand tu finis ça, il faut faire les jaquettes. Les jaquettes, ce n'est pas moins d'un bâton. La plus belle vidéo, une belle vidéo en Côte d'Ivoire, elle coûte 1 million. Il faut payer le package RTI qui va dans l'eau de 2 millions et quelques. Sans compter les autres télévisions et les autres radios de proximité. Donc, ça veut dire que même les 4 800 000 francs, c'était comme une goutte d'eau dans la mer. Mais pour la Côte d'Ivoire, j'ai dit je vais le faire et Dieu merci, dans ces jours-ci, on va sortir
l'album. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas de l'argent qui m'a été donné pour dire Paul va bouffer. C'est une aide qu'elle m'a apportée pour que je puisse sortir une œuvre. C'est tout. Les gens ont dit beaucoup de choses. Ils ont parlé, mais moi, je ne réponds pas toujours aux gens. Ce n'est pas la méthode de répondre aux gens. Si j'étais venu en Côte d'Ivoire pour que le gouvernement me donne l'argent, ce n'est pas comme ça qu'il allait procéder. Ceux qui prennent l'argent du gouvernement, là, ils se connaissent. Ceux qui vivent, boum, qui bouffent à elle le gouvernement, là, ils se connaissent. Moi, je suis qu'un simple artiste. J'ai fait mon travail. Si quelqu'un aime mon travail, qu'il me donne un coup de main, ben je prends. On ne m'a pas, ça ne veut pas dire qu'on m'a acheté. Et moi, personne ne peut m'acheter parce que je ne suis pas sur le marché. Pour tous ceux qui me connaissent, ils savent que moi, je ne m'achète pas. Depuis un moment, j'ai dit aux gens, je suis d'Abobo. Quand on dit Abobo, là, c'est le symbole des gens qui luttent, qui se battent. Ce n'est pas des paresseux. Ce n'est pas des gens qui attendent qu'on leur mette dans la bouche ou bien dans la poche. C'est des gens qui cherchent pour eux-mêmes et puis ils vivent. C'est ça, nous, les Abobolais. Vous comprenez? Donc, je ne suis pas allé commander de l'argent pour mendier. C'est quelqu'un qui aime ce que je fais qui m'a apporté un coup de pouce. Vous voyez? Donc, que les gens arrêtent cette campagne-là. Quand c'est faux, on dit c'est faux. Quand c'est... Madame Maria, tu connais, elle vit. Elle est ministre de ce pays-là. Elle est ministre de ce pays. Elle a dit, fais-nous, ton œuvre est tellement belle, sors-la nous. Et puis, elle m'a donné un coup de pouce. En Côte d'Ivoire, ici, là, 5 millions ne peuvent même pas sortir un album. Demandez à tous les artistes, demandez à Alpha Blondy, à Tikenja, à Ismaël Isaac, à Fadal D, demandez à Bokla Le Bobonia, à Fabien Jericho, demandez-leur. 5 millions ne peuvent pas sortir un album. Demandez au Magic System. Vous comprenez? Mais, c'est quelque chose que je dis, je vais faire et je l'ai fait. Dieu merci, je l'ai bouclé. Je vais donner ça aux Ivoiriens bientôt. Donc, que les gens arrêtent un peu. Ils connaissent bien ceux qui bouffent avec l'État de Côte d'Ivoire. Qu'ils aillent leur demander la dent de la panthère. Parce que ce sont eux qui bouffent la tête avec l'État de Côte d'Ivoire. Moi, j'ai même bouffé tête de panthère. Donc, il ne faut pas comme moi, on me demande la tête, les dents. Voilà un peu ce que je veux dire. Ok, c'était bien compris. Une autre question d'un internaute qui cherche à savoir vos liens avec les anciens de la galaxie patriotique. Non, tout est bon, c'est bon. Hein. Chaque fois, je le dis, il y a une seule personne dans cette galaxie-là que je ne sens pas. C'est un aîné que j'ai respecté, mais qui ne veut plus que je le respecte. Sinon, à part ça, tout le monde, ça roule. Tout le monde roule. En tout cas, il n'y a pas de problème. Mais c'est la seule personne. Parce que dans la vie, quand on dit qu'il faut mourir, c'est dans la tombe, ce n'est pas ailleurs. Donc, quand un aîné te dit qu'il faut mourir, ce n'est pas ailleurs. Et cette personne qui est prête à qui me dénigre matin, midi et soir, qui a dit, moi, j'ai lutté pour me faire. Et puis, cette personne peut m'effacer. Moi, c'est mon ennemi juré, il n'y a pas de chose. Cette personne, c'est Serge Kassi, il n'y a pas de personne. C'est Serge Kassi qui prend son temps à me dénigrer en France, partout. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire à ce monsieur. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire à ce monsieur. Quel message dit à votre rencontre? Une chose est simple. Cher frère, moi, je ne peux pas être journaliste comme vous. Ce n'est pas ce que Dieu m'a donné. Vous êtes journaliste. Moi, si je veux apprendre quelque chose, je viens auprès de vous, je dis, comment vous faites pour faire ça? Vous comprenez? Ce que moi, je n'ai pas pu faire là. Si vous l'avez réussi, je vous dis félicitations. C'est pas ça, c'est pas comme on vit. C'est ça. Mais quand tu es l'aîné et que tu n'as pas réussi quelque chose que ton petit frère a fait, parce que en 2010-2011, quand ça fait boum, eux tous ont fui. Ils ont fui, ils ont abandonné l'homme pour qui ils disaient qu'il luttait, qui est le président Laurent Gbagbo. Ils l'ont tous. Vous aussi, vous êtes parti. Moi, Paul, je ne suis pas parti. Hein. J'ai quitté chez moi, j'habitais à Yopougon. J'ai quitté chez moi, en pleine guerre. J'ai affronté les armes jusqu'à aller rester avec le président Laurent Gbagbo. On a fait 11 jours ensemble, jusqu'à ce qu'on le prenne. Vous comprenez? Moi, je suis un garçon. Je ne suis pas une femme. Chez nous, quand on dit on est avec quelqu'un, on est avec lui jusqu'au bout. Donc, quand tu n'as pas pu réussir ça, que ton petit frère a fait ça là, il faut le féliciter, il ne faut pas le dénigrer. Ce n'est pas en me dénigrant, il va avoir l'affection de Gbagbo. Mais pour lui, il faut me dénigrer pour que les pro-Gbagbo l'aiment, les gars l'aiment. Ce n'est pas comme ça qu'on fait. Moi, je n'oblige personne à m'aimer. Je n'oblige personne à m'aimer. Parce que tous les saints n'ont pas fait l'unanimité. Donc, ce n'est pas moi, là, mortel, là. Il a fait l'unanimité, pourquoi? Donc, je n'oblige personne à m'aimer. Mais il ne faut pas me dénigrer. Si tu n'as pas pu faire ce que j'ai fait, il faut dire, petit frère, chapeau. Aïe, il y a certains leaders qui sont là, quand ils m'ont vu, ils disent, Paul, tu es un garçon. Quand ils m'ont vu, ils disent, Paul, tu es un garçon. C'est ça. Moi, quand je suis avec toi, je suis avec toi. Quand je ne suis pas avec toi, je ne suis pas avec toi. Donc, c'est le seul. Voilà.
Aujourd'hui, donc, mais quels sont vos rapports aussi avec Soro? Ouh, il faut dire que ce monsieur, à un moment donné de ma vie, m'a tendu la main. Il m'a rendu un service vraiment grave, très, très, très bon, un grand service. Et donc, quand je suis rentré en Côte d'Ivoire, effectivement, je suis allé lui dire merci aussi, chez lui à la maison. Je lui ai offert un pain pour lui dire merci. C'est le rapport qu'on a eu. Ok, c'est bien compris. Alors, quels sont vos rapports aussi également avec l'ex-première dame qui est votre maman, que vous appelez affectueusement votre maman? Oui, ma maman, je suis arrivé en Côte d'Ivoire une fois à la veille de sa libération. Et le lendemain, je suis allé chez elle pour la saluer. Des gens que je ne vais pas nommer ici ont téléguidé des loubards contre moi. Mais c'est l'occasion de dire la vérité. Hein. Tout le monde vous écoute. Non, tout le monde, je le dis, je vous dis la vérité. On téléguidé des loubards contre moi. Pourquoi est-ce que moi, Paul, je suis rentré en Côte d'Ivoire? J'ai trahi leur lutte. Donc, il fallait que les loubards me tuent ce jour-là. Donc, depuis cet événement-là, je ne suis plus jamais allé chez elle. La vérité. Devant Dieu, devant les hommes. Comme rentrer en Côte d'Ivoire est un crime et que les gens qui sont autour d'elle veulent voir les Ivoiriens rentrer en Côte d'Ivoire morts et que moi, je veux vivre. Donc, comme je vis, et pour ne pas qu'on me tue, j'ai préféré rester dans mon coin. Donc, depuis cet événement, je suis dans mon coin. Voilà. Peut-être qu'elle n'avait pas l'information. Est-ce que vous avez cherché à la rencontrer encore? Oh, mais c'est les mêmes qui sont autour d'elle. C'est les mêmes personnes qui sont autour d'elle. Et des gens qui viennent, il y a certaines personnes, ça me fait rire, des artistes qui, je ne sais pas d'où ils viennent, mais qui se disent aujourd'hui des artistes gore. Moi, viennent me dire, on va négocier pour que tu salues ta maman. Vous allez négocier pour saluer une femme pour laquelle j'ai failli mourir. Une femme pour qui j'ai donné ma vie. C'est vous qui allez négocier pour moi, il y a la saluer. Il ne sait pas à quoi ça rime. J'ai donné ma vie pour elle. Je n'ai pas donné ma vie pour ma maman ou bien pour mon père, mais pour elle, j'ai donné ma vie. Pour son mari, j'ai donné ma vie. Donc, pour les saluer simplement là, on va négocier pour que moi, il y a les saluer. Pour moi, ça n'a pas de sens. Donc, je préfère rester dans mon coin. Alors, Paul m'a dit, à part la musique, quelle activité génératrice de revenus est-ce que vous menez? Est-ce que vous êtes dans les affaires, les ventes de terrain, tout ça? Il faut dire que moi, j'aime bien l'immobilier. J'adore l'immobilier. Et donc, là, on a monté une petite boîte et on travaille tranquille. J'adore l'immobilier, en tout cas. On avait vu quelques publications sur votre page. Voilà. Et j'aime l'immobilier. Franchement, c'est quelque chose que j'adore. Donc, j'ai voulu une petite boîte et puis on bosse là-dessus. D'accord, nous allons aborder notre point qui est bien sûr le Burida. Vous avez écrit sur votre page, et je cite, 3 artistes au plus fort combat de la libération du Burida de sa mafia. Fin de citation. Que voulez-vous dire par là? Que vouliez-vous dire par là? Mais en son temps, le Burida, c'était un peu trop difficile pour les artistes. C'est encore difficile parce qu'on n'est pas encore sorti de là. Mais c'était, pour nous, c'était comme si on avait commis une grave erreur d'avoir choisi ce métier. Parce qu'il y a ceux qui s'en mettent plein la bouche et il y a la masse qui souffre. Et on ne comprend pas, on ne comprenait pas comment les choses se passaient. Donc pour nous, il fallait dire un mot, il fallait parler pour que les choses changent. Dieu merci, on a fait bouger les choses un jour. Aujourd'hui, il y a un conseil de gestion provisoire qui est là, qui est en train de travailler sur une nouvelle ossature du Burida. Donc, on entend que ceux-là même nous appellent pour nous rendre les travaux qu'ils ont faits, et puis on va statuer dessus, et puis à partir de là, on va réorienter le Burida. Voilà un peu ce qui a motivé notre lutte. Alors, Paul m'a dit, nous sommes pratiquement au thème de notre émission. Quel message voulez-vous lancer? Quel message voulez-vous lancer à l'endroit de tout le monde, hein, politiciens, jeunesse, en tout cas tout. Ouais. Je vais juste dire à tout le monde que la 3e voie qui est le prochain album de Paul m'a dit, c'est pour bientôt. Il faut que tout le monde se prépare à l'accueillir, à l'avoir. C'est un album qui appartient à la Côte d'Ivoire, pas à un individu, pas à un parti politique, pas à une ethnie, pas à une région ou à une région. C'est un album qui appartient aux Ivoiriens, qui appartient aux Africains, qui parle à tout le monde. Il est de 2 titres pour le moment. Mais vous me donnez l'occasion de dire à tout le monde que ce pays est notre pays. C'est notre héritage commun. Quelle que soit notre situation sociale,
ou quelle que soit, je veux dire, la position qu'on occupe en Côte d'Ivoire, c'est notre pays. Il faut que chacun de nous, depuis sa position ou à quelque niveau que ce soit, milite à ce que ce pays-là soit stable. Je ne vais jamais rentrer dans le schéma des votes en guerre. Jamais. C'est parce que le président Gbagbo, auprès de qui j'ai appris, m'a appris. Il ne m'a jamais dit aux Ivoiriens de s'entretuer. Il ne m'a jamais dit aux Ivoiriens de brûler la Côte d'Ivoire. Il ne m'a jamais dit aux Ivoiriens de se battre. Jamais de la vie. Il a toujours dit, quand il y a un problème, asseyons-nous et discutons. Et c'est dans cette voie-là que moi je marche. Alors, je ne lancerai jamais un message de guerre à un Ivoirien pour dire tourne ton âme contre un Ivoirien. Si ce pays brûle, c'est nous tous qui allons brûler. Si tu n'es pas en Côte d'Ivoire, tu as un parent, tu as un ami, tu as un fan, tu as quelqu'un que tu connais. La balle, quand elle sort, elle ne trie pas. La machette, elle parle, elle ne trie pas. Que chacun de nous désarme son cœur pour que les mains soient désarmées. Que chacun de nous désarme son esprit pour que les mains soient désarmées. Et qu'ensemble, on puisse bâtir ce pays-là. Que les autorités qui sont là aujourd'hui, là, ouvrent leurs bras à tout le monde. On a l'impression que, c'est pas eux tous, mais l'impression qu'on a, c'est une impression que je dis une impression. On a l'impression qu'il y a une partie des Ivoiriens qui doivent vivre à l'aise et l'autre partie doit souffrir. Quand nous autres, on va vers eux, les portes nous sont fermées. Quand nous autres, on va vers eux, les portes nous sont fermées. On ne comprend pas. Nous sommes des Ivoiriens. C'est pas un péché d'être né en Côte d'Ivoire. Ou bien c'est pas un péché d'être Ivoirien. Aujourd'hui, celui qui prend le pouvoir là, doit gouverner tous les Ivoiriens et pas une partie de la Côte d'Ivoire. Donc, nous disons à toutes les autorités que nous sommes aussi des Ivoiriens. Nous voulons aussi bâtir ce pays. Nous voulons aussi bâtir la paix. Alors qu'on nous ouvre les portes, qu'on nous accueille, qu'on nous écoute, qu'on nous entende. C'est très important. Chacun de nous, à son niveau, peut apporter un plus à la Côte d'Ivoire. Et que ces politiciens-là, que ce soit Gbagbo Laurent, que ce soit le président Bédié, que ce soit Ouattara, que ce soit Afin Guessan, que ce soit Mamadou Koulibaly, que tous s'asseyent autour d'une table. S'ils veulent qu'ils s'enferment pour parler de la Côte d'Ivoire et nous apporter la paix. On a besoin de ça pour travailler. Les chanteurs que nous sommes, les journalistes que vous êtes, le commerçant, le forgeron, chacun de nous, le cordonnier, chacun de nous, même le croque-mort, chacun de nous a besoin que ce pays soit tranquille pour qu'il travaille. Chacun de nous a besoin de paix pour que ce pays se développe. Qui ne sacrifie pas la jeunesse? Parce qu'aujourd'hui, c'est ça. Qui ne sacrifie pas la jeunesse? Parce que quand ils font des appels, ce n'est pas autre personne qui se trouve dans la rue, c'est les jeunes qu'on met dans la rue. Mais parmi ces jeunes, il n'y a pas leurs enfants, il n'y a pas leurs femmes, il n'y a pas leurs parents, excusez-moi. C'est les innocents qui meurent. Il faut qu'on mette fin à ça. Et il faut qu'on pense à la Côte d'Ivoire. Ayez pitié des Ivoiriens, politiciens que vous êtes. Ayez pitié des Ivoiriens. Les Ivoiriens n'ont pas besoin de ça. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de ça. Je voulais vraiment leur parler du fond du cœur pour dire que nous sommes au service de ce pays-là, nous sommes au service de ce pays et que chaque Ivoirien peut apporter un plus pour que ce pays retrouve une paix définitive. En tout cas, je vous remercie. Voilà, c'est sur ces mots pleins de sens de notre artiste Paul Madis que prend fin notre émission Face aux internautes. Merci pour votre fidélité à notre chaîne. Nous avons été très heureux d'être avec vous. Merci à toute l'équipe technique et restez toujours connectés sur ivoiretv.net, l'écho de l'info sur le net. Portez-vous bien et bonne suite des programmes sur notre chaîne. Voilà, avec la capella, bien sûr. Peuple, debout, nos pays nous appellent, tous ensemble, pour le bâtir dans l'union. Terre d'espérance, terre hospitalière, terre de paix, terre d'amour, source de vie, oui, toi, terre mère, dont les sources étanchent notre soif, Gaïa. Tous ensemble, pour le bâtir dans l'union, parce que nous, on ne veut plus de bang-bang, voilà. On ne veut plus de bang-bang, on veut bâtir ce pays dans la paix. Merci beaucoup.
Alors, portez-vous bien, chers internautes, et vous étiez à votre émission Face aux internautes. Merci. Merci. Découvert. Ivoire TV. Ivoire TV. Que vous avez découvert. Ivoire TV. Ivoire TV.